Alors, du coup, moi, je vais juste, vous parler ici du matériel et méthode commun. Et donc il faut savoir que pour récolter une grande partie des données qui ont été analysées, dans la suite des thématiques qu'on va vous présenter, on a dû réaliser un road sampling. Ce road sampling, c'était, comme on l'a dit précédemment, une commande du DSF, pour étudier le dépérissement du sapin sur, le pays de Sceaux. Et donc pour ça, afin d'être représentatif de la zone d'étude, on a sélectionné, les grands massifs importants de sapins de la zone pour avoir un gradient écologique étendu et donc plusieurs gradients écologiques et pouvoir être statistiquement représentatif dans nos résultats. Et donc ce road sampling, il constituait en plusieurs étapes. Premièrement, il a fallu définir des transects au préalable avant d'aller sur le terrain. Et une fois sur le terrain, donc on rentrait dans le transect, on allait jusqu'au premier peuplement de sapins. Et là, on garait la voiture et on réalisait une distance de 50 mètres en perpendiculaire par rapport à la route pour réaliser l'échantillonnage des données. Et la placette, elle était installée uniquement si deux conditions étaient réunies. Il fallait au minimum un sapin dominant et codominant sur la placette. Et il fallait aussi qu'il n'y ait pas eu de perturbation du lieu, comme une coupe récente, un chemin forestier, et cetera. Et une fois, l'analyse, non, l'échantillonnage des données, faites, on recommençait, 1 kilomètre plus loin sur une nouvelle placette. Et donc on a récolté plusieurs, types de données durant ce road sampling qui sont des données de caractérisation de placettes comme l'exposition, des données de sol, grâce à une fosse pédologique, mais aussi des données liées aux arbres. Pour les données liées aux arbres, on avait, des données dendrométriques récoltées grâce au protocole de l'IFN dont vous pouvez non, pas celui-là. Vous pouvez voir, le schéma ici. On a respecté une distance de 15 mètres par rapport au centre et en fonction des différents cercles concentriques que vous pouvez voir, on prenait des circonférences différentes. Et puis, on a aussi, pour les données liées aux arbres, utilisé le protocole du DSF pour la mortalité, pour le dépérissement, pardon, en attribuant une note de A à F selon si l'arbre était moins ou plus dépérissant, en fonction du coup de la mortalité de branches et du manque d'aiguilles dans le houppier. Mais c'est pas tout puisque, en plus des données récoltées, on a dû comparer nos données et donc pour ça, on a utilisé d'autres données que je vais laisser Anthony présenter. Bonjour, comme le disait Léa, du coup, on a complété les données, qu'on avait, préalablement récoltées par, de diverses sources. Donc on a, ici, dans ce tableau, les sources qui sont présentées, René Cofford, ONF, des données, qu'on a calculées issues des données terrain, mais aussi des sources, SIG, qui ont été, principalement fournies par, l'UMR Silva. Donc dans ce tableau, vous avez, un récapitulatif, toutes les variables qu'on a utilisées, catégorisées, puis sous-catégorisées par interprétation, où, vous retrouverez par exemple la compétition verticale qui correspond, à des variables telles que le diamètre, compétition, pardon, horizontale, alors que la compétition verticale, ce serait plutôt, hauteur, dominance, pour un total du coup de 304, variables, donc de différentes sources. Hem et pour le rappeler, du coup, les, évolutions climatiques et les variables climatiques ont été principalement fournies par, l'UMR Silva, telles que température, réserve utile, sur des pas de temps de 1961 à 2020 et pour aussi, un groupe en particulier, qui ont les mêmes types de variables, mais des sources différentes, c'est Fort Climadapt qui travaille pour un projet européen et donc qui n'ont pas, eu des variables communes, comparées à tous les autres groupes. Voilà. Maintenant, je vais repasser la parole à Lia. Donc maintenant, on va vous présenter, une simple analyse descriptive des données qu'on a pu récolter sur le terrain, donc uniquement le road sampling. Et donc ici, vous pouvez voir donc sur, la diapositive une carte qui est uniquement là pour être, visuelle. En fait, tous les encadrés jaunes représentent les massifs forestiers qu'on a, échantillonnés. Donc en fait, ça représente 17 massifs forestiers au total avec, 124 placettes qui ont pu être analysées par la suite. Et donc ici, vous pouvez voir sur cette carte qu'on a bien une représentativité de toute la zone, ce qui nous permet, comme je l'ai dit précédemment, d'être, statistiquement, juste dans, le calcul de nos données ici. Concernant, les résultats, plutôt, simples de nos données, hem, pour expliquer on a en fait attribué du coup une note dépérisse à chacun des arbres dominants et codominants que nous avons relevés. Donc, les notes, vont de A à F comme, l'indique le protocole dépérisse. Puis nous avons, classé ces
catégories en 2 sous-catégories, arbres, sains et arbres dépérissants, pour un total donc de 83 d'arbres sains et 17 d'arbres, dépérissants. Hem, à la suite de ces 2 catégories sains et dépérissants, nous avons, suivi toujours le protocole dépéris et avons, défini un niveau de placettes dépérissantes. À partir de 20 d'arbres dépérissants, la placette était considérée comme dépérissante, ce qui nous a amené à un nombre de placettes dépérissantes de, 50 et un nombre de placettes saines de 74. Et c'est sur ces données-là que nous avons pu attribuer, cette carte donc, où nous avons la représentativité, géographique des placettes saines et placettes dépérissantes. Donc on dirait qu'à l'est, on aurait plutôt des placettes dépérissantes, tandis qu'en altitude, les placettes semblent être plutôt saines. Voilà. Maintenant nous avons, cherché à essayer d'avoir une image un peu plus claire du peuplement dépérissant ou, de l'arbre dépérissant. Hem, donc dans le premier graphique en haut à gauche, vous avez la note de dépérissement moyenne des arbres codominants et dominants de la placette. C'est le même gradient sur les 2 graphiques. Ici donc la structure dominante, petit bois, bois moyen, gros bois. Hem, malheureusement, nous n'avons pas réussi à montrer une, différence, statistiquement assez importante sur les catégories, de structures dominantes. On suppose peut-être un petit effet, sur les petits bois avec, peut-être un effet de la compétition dans le jeunage, à vérifier. Et concernant le type de peuplement, en peuplement mélangé et pur, on observerait peut-être un petit peu plus de enfin une note dépérissante plus élevée, dans les peuplements purs que dans les peuplements mélangés. Donc on supposerait un effet du type de mélange sur, l'état sanitaire des sapinières. Malheureusement, dans les analyses de peuplement, c'est les seuls résultats relativement significatifs qu'on a pu sortir car, tout ce qui était concernant, l'arbre, surface terrière, hauteur, diamètre, indice de Shannon, n'ont pas été, très intéressants, donc nous avons préféré ne pas vous les montrer. Alors bonjour. Donc du coup, maintenant, on va pouvoir s'intéresser, donc toujours en analyse exploratoire, aux variables qui sont plus cette fois liées au peuplement, mais vraiment à l'environnement. Et donc du coup, on a ici, 4 graphes qui représentent le pourcentage de sapins dépérissants en fonction de variables qui sont liées à la position, de la placette. Donc, la position, topographique, ça correspond, comment? À l'emplacement du coup, voilà, donc si c'est en haut de versant ou enfin haut de plateau, on va dire que c'est plutôt position haute puisqu'il y a un bilan Y qui va être, négatif. Position intermédiaire, donc c'est tout ce qui va être en milieu de versant et position basse, c'est, fond de vallon ou bas de versant, là où l'eau va s'accumuler et donc on observe que quand on a une position haute, donc on a plus de dépérissement. Donc voilà, j'ai pas dit, mais du coup en rouge, du coup, on a le nombre de placettes. Pour ce qui est du pourcentage de sapins dépérissants en fonction de l'altitude, donc ce qu'on observe, c'est que, entre environ 1000 et 1250 mètres d'altitude, on a plus de dépérissement que, dans les autres classes d'altitude. Donc ça fait une espèce de forme un peu en cloche comme ça qui va être expliquée, plus tard dans un des groupes. On a ici le pourcentage de sapins dépérissants en fonction de, l'orientation. Donc, tout ce qui est plat, c'est ce qui, ben, voilà, qui n'a pas d'exposition, qui a une pente vraiment très faible et donc tout le reste, voilà, ça représente l'exposition pour une pente, qui est relativement franche et donc on observe, que, pour une exposition donc au sud et à l'ouest, qui sont les expositions les plus ensoleillées, on a plus de dépérissement que, pour le reste et enfin, donc pour le pourcentage de sapins dépérissants en fonction de, la pente, ben, voilà, on observe une espèce de courbe en cloche aussi avec, plus de dépérissement quand on a une pente qui est à peu près entre 10 et 30 degrés, ce qui nous permet d'obtenir un profil type du sapin dépérissant, voilà, comme on va à droite en fonction des variables, de position de la placette. Et donc ici, on continue avec les variables qui sont plutôt liées, à la nature du sol et donc on observe que, donc pour le type d'humus, par exemple, on va observer plus de dépérissement quand on a un humus qui,
qui n'est pas, dégradé, donc voilà, de type mort, dysmodère et donc pour les humus bien dégradés comme, mésomule et eumule, on n'a pas vraiment pas beaucoup de dépérissement. Pour la réserve utile maximale, donc comme on s'y attend, le risque de dépérissement diminue au fur et à mesure que la réserve utile augmente et pour l'affleurement rocheux, donc on a plus de dépérissement pour des affleurements rocheux qui sont élevés et ça permet pareil d'obtenir, un profil type du sapin dépérissant. Donc voilà, on aurait pu utiliser d'autres variables, donc comme par exemple les températures, mais c'est très corrélé à l'altitude, donc on a trouvé ça judicieux de parler que d'un des 2. Et donc il y a d'autres variables comme le C sur N, le pH, mais ou les précipitations cumulées, mais on n'a pas eu une gamme de variations assez, on va dire étendue pour pouvoir observer, des différences et donc voilà et pour pH, C sur N, c'est lié à d'autres, facteurs comme voilà, par exemple, le type d'humus qu'on voit ici. Donc voilà pour, cette analyse exploratoire. Si vous avez des questions? Oui, Donc je sais pas si on peut je sais pas comment est-ce qu'on intervient? oui, ouais, ça marche, on vous entend. Ça marche. Juste, du coup, pour bien comprendre là sur le pH, C sur M, j'ai pas bien compris le fait que ce soit pas présent ou ouais, j'ai cru comprendre ce qui a été dit, c'était qu'en gros, il y avait pas une gamme suffisante, c'est ça pour pouvoir en tenir compte? Ou c'est que ça a pas on n'a pas la donnée? Ben, en fait, c'est que, il n'y a pas eu assez de variations entre toutes les placettes qu'on a faites pour pouvoir vraiment mettre en évidence, un effet, sur le dépérissement. D'accord, mais c'est étonnant, effectivement, si on voit quelque chose sur le l'humus et ce serait pas lié à des paramètres, pH, C sur M? Ça serait ouais, ça aurait été intéressant si éventuellement de voir le graphe pour comprendre, pour essayer de voir cet effet ou non-effet du pH ou du C sur N. Et d'ailleurs, vous l'aviez capté comment le pH ou le C sur N? Vous avez pas fait des analyses chimiques, j'imagine? Non, non, ça a été extrait à partir de données, De la flore? de raster, extra enfin qu'on a, extrait pour, les placettes qui ont été, faites. Ah d'accord. Vous avez pas fait un relevé de flore Non, il n'y a pour pas eu de relevé de flore. OK, OK. Bon, c'était juste ça. Merci. Pour la suite, si, vous avez des questions, à faire à l'oral, est-ce que vous pouvez vous présenter avant, s'il vous plaît? J'aurais dit donc Manuel Nicolas, moi je suis responsable du réseau René Coffeur à l'ONF. Super, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Merci à vous. questions? S'il y a pas d'autres questions, on peut donc, je la lis. Pourquoi ne pas prendre en compte le confinement? Eh bien, hem, parce que, d'un point de vue, heu, prendre en compte le confinement, en fait, ben, par rapport aux données météorologiques qu'on a, déjà, c'est des pas au kilomètre, donc l'effet confinement n'est pas pris en compte dans ces données météorologiques. Avec le MNT, on peut avoir un pas au mètre, mais modéliser le confinement par rapport à des données raster, c'est assez compliqué et dans les données qu'on a présentées, lors de qu'on a relevées dans nos sur le pendant les road sampling, on a pris les positions topographiques, mais elles n'étaient pas significatives. Du coup, nous allons en fait, on les a combinées, en 3 sous-catégories, si je dis pas de bêtises, où, l'eau en gros, l'eau s'accumule, l'eau, part ou, l'eau stagne et du coup, indirectement, on prend l'effet de confinement en analysant cette variable-là. Donc c'était une des variables qu'on a, calculées. Je sais pas si je réponds clairement à la question. Et oui, oui, elle a été prise en compte, oui, 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 elle a été prise en compte après par la suite dans nos analyses, et dans nos modélisations. Alors J'avais on a une d'autres questions? oui, s'il vous plaît, donc Manuel Nicolas de nouveau, réseau René Coffeur. Donc on a vu des graphes par paramètre, par variable, mais du coup ça interroge un peu sur les interactions qu'il peut y avoir entre les variables. C'est-à-dire, est-ce que les peuplements qui sont d'altitude là, moyenne par exemple, là, qui ont l'air d'être le plus, touchés, est-ce que justement c'est parce qu'en fait c'est ces altitudes moyennes qui sont les plus exposées sud? Ou est-ce que c'est enfin, pour essayer de comprendre derrière, on peut avoir certaines variables qui peut-être peuvent avoir un effet, plus explicatif que d'autres et d'autres qui sont corrélées à ça, on va dire, qui sont, de manière plus, concomitante ou incidente, quoi. Et du coup, je sais pas si vous avez pu explorer un peu ces interactions, ces effets croisés, des différentes variables? On a étudié le croisement entre, ce qui est orientation et ce qui est pente, mais après, pour ce qui est de l'altitude pardon? Oui, pour
ce qui est de l'altitude, du coup, on a vu la corrélation avec la température, mais sinon, on n'est pas trop allé, trop loin dans les croisements entre les variables. Enfin, c Mais dans entre cette, tous, c'est vrai. oui, c'est dans Ouais, cette étape de travail parce qu'après on reste dans l'analyse exploratoire de nos données. On n'est pas allé dans la oui, modélisation encore. Après dans la d'accord. modélisation, là, il y a des croisements de variables et bien sûr, il y a des corrélations et là, c'est à chaque groupe qui vous présentera, OK, OK, parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être, ou j et il y a des questions à l'écrit. Les différences montrées entre modalités par les boxplots sont-elles des différences statistiques? Du coup, si, des différences statistiques, c'est-à-dire si on a effectué des ANOVA dessus ou enfin, pas trop compris? Bah oui. Bah, en gros, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé le pourcentage de, sapins dépérissants par placette. Donc on considérait comme dépérissant ce qui avait une note dépérisse de D, E ou F. Et donc après, on a fait, bah, du coup, les box plots sur, le pourcentage de sapins dépérissants par placette. Donc du coup, là, c'est un pourcentage par placette de sapins dépérissants qui a été comparé, dans ces graphes. Je sais pas trop si ça répond. Oui, c'est ça, c'est plus dans les modèles après que, ça va être explorer l'aspect, différence, statistiquement significative entre, les différentes modalités. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Livio Tilati, est-ce que je sais pas si vous m'entendez? Livio Oui. Tilati de l'ONF. Vous avez étudié les arbres, dépérissants avec les est-ce qu'il y a une analyse aussi de la mortalité, du nombre d'arbres morts récemment, suite à l'événement, de 2022? Voilà, une estimation en termes d'impact, en termes de densité, des arbres morts. Non, on s'est cantonné au dépérissement, tous les groupes, si je dis pas de bêtises. Car, on s'intéressait au dépérissement du sapin sur le plateau de Soussault, pas à la mortalité des arbres et du coup, on s'était, basé du coup sur les notes dépérissent, que nous avions relevées. Enfin, voilà. Après oui, oui. Oui, en fait, quand on a pris les arbres, quand on a fait les notes dépérissent, les arbres, F, s'ils n'avaient plus d'aiguilles et plus de ou de branches mortes, étaient considérés enfin, étaient morts, mais avaient une note dépérissent F, donc indirectement, on les a pris. C'était des arbres notés 5,5. Oui, désolé. Bonjour. Encore une question. Donc, de nouveau, Manuel Nicolas, René Coffin. Juste par rapport à la prise d'informations des périsses, est-ce que vous avez eu une forme de formation ou d'intercalibration? Parce que j'imagine que vous avez été plusieurs équipes à vous répartir les transects. Heu, Est-ce que la comparabilité du coup entre vos relevés, vous l'avez testée? Est-ce que vous êtes calibrés sur une placette ou tous ensemble ou sur plusieurs placettes? Oui, oui, en fait, la première journée quand on est arrivé sur le plateau de Sceaux, on a fait une formation de dépérissent sur le sapin et puis, les groupes en fait, n'étaient jamais, similaires. Tous les jours, en fait, on changeait de partenaire pour justement éviter cet effet d'erreur, potentielle. Du coup, oui, on Bah, il y était en a quand même. C'est pas que ça l'empêche, c'est qu'en gros ça le lisse quoi quelque part. Si on veut, ça le noie, oui. Mais par contre, est-ce que vous avez fait l'essai d'une intercalibration où chacun vous notez les mêmes arbres et vous Ouais, comparez ouais, ouais, et vous ouais. évaluez les différences qu'il y a entre les équipes, hein? Oui, Oui, Manuel, on a fait une calibration, le DSF, on a fait une calibration, avant l'exercice, quoi. Donc, sur les Oui, mêmes arbres avec 2 périodes, histoire de enfin 2 étapes oui, et comparaison, des résultats, quoi. Et OK. globalement, sur la note des périsses, il y avait vraiment, très peu d'écart, quoi. Alors c'est vrai qu'on n'a pas fait, l'analyse statistique, hein, Ouais, on ça aurait été intéressant, hein, d'avoir de savoir en gros l'incertitude à laquelle on aboutissait parce qu'ensuite quand on regarde des écarts donc, entre différentes placettes, est-ce que les écarts ils sont d'une classe à l'autre ou c'est une classe d'écart ou est-ce que c'est plus? Pour, vraiment savoir dans l'interprétation, ce que ça peut représenter. J'imagine que ça doit pas être plus qu'une classe d'écart, mais ça aurait été intéressant de le alors, quantifier. c'est vrai qu'on avait, sur le premier exercice,
il y a eu plus d'une case d'écart et sur le deuxième, il n'y avait pas plus d'une case d'écart, en fait. Voilà, parce qu'en fait, la calibration, on l'a fait en 2 fois, histoire de justement, de lisser ce type de problème, quoi. Oui, D'accord. bah, je sais pas si ça a répondu à votre question, mais bah, on va essayer de continuer, la Oui, présentation. pas de problème, merci. Merci pour vos questions